Les éditions Sixtrid présentent Le médecin de campagne d'Honoré de Balzac, interprété par Pierre Ozda. Le pays et l'homme. En 1829, par une jolie matinée de printemps, un homme âgé d'environ 50 ans suivait à cheval un chemin montagneux qui mène à un gros bourg situé près de la Grande Chartreuse. Ce bourg est le chef-lieu d'un canton populeux, circonscrit par une longue vallée. Un torrent à lit pierreux, souvent à sec, alors rempli par la fonte des neiges, arrose cette vallée serrée entre deux montagnes parallèles que dominent de toutes parts les pics de la Savoie et ceux du Dauphiné. Quoique les paysages compris entre la chaîne des deux Mauriennes aient un air de famille, le canton à travers lequel cheminait l'étranger présente des mouvements de terrain et des accidents de lumière qu'on chercherait vainement ailleurs. Tantôt la vallée, subitement élargie, offre un irrégulier tapis de cette verdure que les constantes irrigations dues aux montagnes entretiennent si fraîches et si douces à l'œil pendant toutes les saisons. Tantôt un moulin à scie montre ses humbles constructions pittoresquement placées, sa provision de longs sapins sans écorce, et son cours d'eau pris au torrent et conduit par de grands tuyaux de bois carrément creusés, d'où s'échappe par les fentes une nappe de filets humides. Çà et là, des chaumières entourées de jardins pleins d'arbres fruitiers couverts de fleurs réveillent les idées qu'inspire une misère laborieuse. Plus loin, des maisons à toiture rouge composées de tuiles plates et rondes, semblables à des écailles de poisson, annoncent l'aisance due à de longs travaux. Enfin, au-dessus de chaque porte se voit le panier suspendu dans lequel sèchent les fromages. Partout, les haies, les enclos sont égayés par des vignes mariées, comme en Italie, à de petits ormes, dont le feuillage se donne aux bestiaux. Par un caprice de la nature, les collines sont si rapprochées en quelques endroits qu'il ne se trouve plus ni fabrique, ni champ, ni chaumière. Séparés seulement par le torrent qui rugit dans ses cascades, les deux hautes murailles granitiques s'élèvent, tapissées de sapins à noir feuillage et de hêtres hauts de 100 pieds. Tous droits, tous bizarrement colorés par des taches de mousse, tous divers de feuillage, ces arbres forment de magnifiques colonnades bordées au-dessous et au-dessus du chemin par d'informes haies d'arbousiers, de viornes, de buis, d'épines roses. Les vives senteurs de ces arbustes se mêlaient alors aux sauvages parfums de la nature montagnarde, aux pénétrantes odeurs des jeunes pousses du mélèze, des peupliers et des pins gommeux. Quelques nuages couraient parmi les rochers en voilant, en découvrant tour à tour les cimes grisâtres, souvent aussi vaporeuses que les nuées dont les moelleux flocons s'y déchiraient. À tout moment le pays changeait d'aspect et le ciel de lumière. Les montagnes changeaient de couleur, les versants de nuances, les vallons de forme, images multipliées que des oppositions inattendues, soit un rayon de soleil à travers les troncs d'arbres, soit une clairière naturelle ou quelques éboulis, rendaient délicieux à voir au milieu du silence, dans la saison où tout est jeune, où le soleil enflamme un ciel pur. Enfin, c'était un beau pays. C'était la France. Homme de haute taille, le voyageur était entièrement vêtu de drap bleu, aussi soigneusement brossé que devait l'être chaque matin son cheval aux poils lisses, sur lequel il se tenait droit et vissé comme un vieil officier de cavalerie. Si déjà sa cravate noire et ses gants de daim, si les pistolets qui grossissaient ses fontes et le porte-manteau bien attaché sur la croupe de son cheval n'eussent indiqué le militaire, sa figure brune marquée de petites vérolles, mais régulière et empreinte d'une insouciance apparente, ses manières décidées, la sécurité de son regard, le port de sa tête, tout aurait trahi ces habitudes régimentaires qu'il est impossible aux soldats de jamais dépouiller, même après être rentrés dans la vie domestique. Tout autre se serait émerveillé des beautés de cette nature alpestre, si riante au lieu où elle se fond dans les grands bassins de la France. Mais l'officier, qui sans doute avait parcouru les pays où les armées françaises furent emportées par les guerres impériales, jouissait de ce paysage sans paraître surpris de ces accidents multipliés. L'étonnement est une sensation que Napoléon semble avoir détruite dans l'âme de ses soldats,
Aussi le calme de la figure est-il un signe certain auquel un observateur peut reconnaître les hommes jadis enrégimentés sous les aigles éphémères mais impérissables du grand empereur. Cet homme était en effet un des militaires, maintenant assez rares, que le boulet a respecté, quoiqu'ils aient labouré tous les champs de bataille où commanda Napoléon. Sa vie n'avait rien d'extraordinaire. Il s'était bien battu en simple et loyal soldat, faisant son devoir pendant la nuit aussi bien que pendant le jour, loin comme près du maître, ne donnant pas un coup de sabre inutile et incapable d'en donner un de trop. S'il portait à sa boutonnière la rosette appartenant aux officiers de la Légion d'honneur, c'est qu'après la bataille de la Moskowa, la voix unanime de son régiment l'avait désigné comme le plus digne de la recevoir dans cette grande journée. Du petit nombre de ces hommes froids en apparence, timides, toujours en paix avec eux-mêmes, dont la conscience est humiliée par la seule pensée d'une sollicitation à faire, de quelque nature qu'elle soit, ces grades lui furent conférés en vertu des lentes lois de l'ancienneté. Devenu sous-lieutenant en 1802, il se trouvait seulement chef d'escadron en 1829, malgré ses moustaches grises. Mais sa vie était si pure que nul homme de l'armée, fût-il général, ne l'abordait sans éprouver un sentiment de respect involontaire, avantage incontesté que peut-être ses supérieurs ne lui pardonnaient point. En récompense, les simples soldats lui vouaient tous un peu de ce sentiment que les enfants portent à une bonne mère, car pour eux, il savait être à la fois indulgent et sévère. Jadis soldat, comme eux, il connaissait les joies malheureuses et les joyeuses misères, les écarts pardonnables ou punissables des soldats qu'il appelait toujours « ses enfants » et auxquels il laissait volontiers prendre en campagne des vivres ou des fourrages chez les bourgeois. Quant à son histoire intime, elle était ensevelie dans le plus profond silence. Comme presque tous les militaires de l'époque, il n'avait vu le monde qu'à travers la fumée des canons ou pendant les moments de paix si rares au milieu de la lutte européenne soutenue par l'empereur. S'était-il ou non soucié du mariage ? La question restait indécise. Quoique personne ne mit en doute que le commandant Genesta n'eût eu des bonnes fortunes en séjournant de ville en ville, de pays en pays, en assistant aux fêtes données et reçues par les régiments, cependant personne n'en avait la moindre certitude. Sans être prude, sans refuser une partie de plaisir, sans froisser les mœurs militaires, il se taisait ou répondait en riant lorsqu'il était questionné sur ses amours. À ces mots « Et vous, mon commandant ?» adressés par un officier après boire, il répliquait « Buvons, messieurs ». Espèce de baillard sans faste, M. Pierre-Joseph Genesta n'offrait donc en lui rien de poétique ni rien de romanesque, tant il paraissait vulgaire. Sa tenue était celle d'un homme cossu. Quoiqu'il n'eût que sa solde pour fortune et que sa retraite fût tout son avenir, néanmoins semblable au vieux loup du commerce auquel les malheurs ont fait une expérience qui avoisine l'entêtement, le chef d'escadron gardait toujours devant lui 2 années de solde et ne dépensait jamais ses appointements. Il était si peu joueur qu'il regardait sa botte quand, en compagnie, on demandait un rentrant ou quelques suppléments de pari pour l'écarter. Mais s'il ne se permettait rien d'extraordinaire, il ne manquait à aucune chose d'usage. Ses uniformes lui duraient plus longtemps qu'à tout autre officier du régiment, par suite des soins qu'inspire la médiocrité de fortune et dont l'habitude était devenue chez lui machinale. Peut-être l'eût-on soupçonné d'avarice sans l'admirable désintéressement, sans la facilité fraternelle avec lesquelles il ouvrait sa bourse à quelques jeunes étourdis et ruinés par un coup de carte ou par toute autre folie. Il semblait avoir perdu jadis de grosses sommes au jeu, tant il mettait de délicatesse à obliger. Il ne se croyait point le droit de contrôler les actions de son débiteur et ne lui parlait jamais de sa créance. Enfant de troupe, seul dans le monde, il s'était fait une patrie de l'armée et de son régiment une famille. Aussi rarement recherchait-on le motif de sa respectable économie, on se plaisait à l'attribuer au désir assez naturel d'augmenter la somme de son bien-être pendant ses vieux jours. À la veille de devenir lieutenant-colonel de cavalerie, il était présumable que son ambition consistait à se retirer dans quelque campagne, avec la retraite et les épaulettes de colonel. Après la manœuvre, si les jeunes officiers causaient de Genesta, il le rangeait dans la classe des hommes qui ont obtenu au collège les prix d'excellence et qui, durant leur vie, restent exacts, probes, sans passion, utiles et fades comme le pain blanc. Mais les gens sérieux le jugeaient bien différemment. Souvent quelques regards, souvent une expression pleine de sens comme l'est la parole du sauvage, échappaient à cet homme et attestaient en lui les orages de l'âme.
Bien étudié, son front calme accusait le pouvoir d'imposer silence aux passions et de les refouler au fond de son cœur, pouvoir chèrement conquis par l'habitude des dangers et des malheurs imprévus de la guerre. Le fils d'un père de France, nouveau venu au régiment, ayant dit un jour en parlant de Genesta qu'il eût été le plus consciencieux des prêtres ou le plus honnête des épiciers, « Ajoutez le moins courtisan des marquis », répondit-il en toisant le jeune fat qui ne se croyait pas entendu par son commandant. Les auditeurs éclatèrent de rire. Le père du lieutenant était le flatteur de tous les pouvoirs, un homme élastique, habitué à rebondir au-dessus des révolutions, et le fils tenait du père. Il s'est rencontré dans les armées françaises quelques-uns de ces caractères tout bonnement grands dans l'occurrence, redevenant simples après l'action, insouciants de gloire, oublieux du danger. Il s'en est rencontré peut-être beaucoup plus que les défauts de notre nature ne permettraient de le supposer. Cependant, l'on se tromperait étrangement en croyant que Genesta fût parfait. Défiant, enclin à de violents accès de colère, taquin dans les discussions, et voulant surtout avoir raison quand il avait tort, il était plein de préjugés nationaux. Il avait conservé de sa vie soldatesque un penchant pour le bon vin. S'il sortait d'un repas dans tout le décorum de son grade, il paraissait sérieux, méditatif, et il ne voulait alors mettre personne dans le secret de ses pensées. Enfin, s'il connaissait assez bien les mœurs du monde et les lois de la politesse, espèce de consigne qu'il observait avec la roideur militaire, s'il avait de l'esprit naturel et acquis, s'il possédait la tactique, la manœuvre, la théorie de l'escrime à cheval et les difficultés de l'art vétérinaire, ses études furent prodigieusement négligées. Il savait, mais vaguement, que César était un consul ou un empereur romain, Alexandre un grec ou un macédonien. Il vous eût accordé l'une ou l'autre origine ou qualité sans discussion. Aussi, dans les conversations scientifiques ou historiques, devenait-il grave, en se bornant à y participer par des petits coups de tête approbatifs comme un homme profond arrivé au pyrrhonisme. Quand Napoléon écrivit à Schönbrunn le 13 mai 1809 dans le bulletin adressé à la Grande Armée, maîtresse de Vienne, que, comme Médée, les princes autrichiens avaient de leurs propres mains égorgé leurs enfants, Genesta, nouvellement nommé capitaine, ne voulut pas compromettre la dignité de son grade en demandant ce qu'était Médée. Il s'en reposa sur le génie de Napoléon, certain que l'empereur ne devait dire que des choses officielles à la Grande Armée et à la Maison d'Autriche. Il pensa que Médée était une archiduchesse de conduite équivoque. Néanmoins, comme la chose pouvait concerner l'art militaire, il fut inquiet de la Médée du bulletin jusqu'au jour où mademoiselle Raucourt fit reprendre Médée. Après avoir lu l'affiche, le capitaine ne manqua pas de se rendre le soir au Théâtre Français pour voir la célèbre actrice dans ce rôle mythologique dont il s'en quitte à ses voisins. Cependant, un homme qui, simple soldat, avait eu assez d'énergie pour apprendre à lire, écrire et compter, devait comprendre que, capitaine, il fallait s'instruire. Aussi, depuis cette époque, lut-il avec ardeur les romans et les livres nouveaux qui lui donnèrent des demi-connaissances desquelles il tirait un assez bon parti. Dans sa gratitude envers ses professeurs, il allait jusqu'à prendre la défense de Pigault-Lebrun en disant qu'il le trouvait instructif et souvent profond. Cet officier, à qui sa prudence acquise ne laissait faire aucune démarche inutile, venait de quitter Grenoble et se dirigeait vers la Grande Chartreuse, après avoir obtenu la veille de son colonel un congé de 8 jours. Il ne comptait pas faire une longue traite, mais, trompé de lieu en lieu par les dires mensongers des paysans qui l'interrogeaient, il crut prudent de ne pas s'engager plus loin sans se réconforter l'estomac. Quoiqu'il eût peu de chance de rencontrer une ménagère en son logis par un temps où chacun s'occupe aux champs, il s'arrêta devant quelques chaumières qui aboutissaient à un espace commun en décrivant une place carrée assez informe, ouverte à tout venant. Le sol de ce territoire de famille était ferme et bien balayé, mais coupé par des fosses à fumier. Des rosiers, des lierres, de hautes herbes s'élevaient le long des murs lézardés. À l'entrée du carrefour se trouvait un méchant groseillier sur lequel séchaient des guenilles. Le premier habitant que rencontra Genesta fut un pourceau vautré dans un tas de paille, lequel, au bruit des pas du cheval, grogna, leva la tête et fit enfuir un gros chat noir. Une jeune paysanne portant sur sa tête un gros paquet d'herbes se montra tout à coup, suivie à distance par 4 marmots en haillons, mais hardis tapageurs, aux yeux effrontés, jolis, bruns de teint, de vrais diables qui ressemblaient à des anges.
Le soleil pétillait et donnait je ne sais quoi de pur à l'air, aux chaumières, au fumier, à la troupe ébouriffée. Le soldat demanda s'il était possible d'avoir une tasse de lait. Pour toute réponse, la fille jeta un cri rauque. Une vieille femme apparut soudain sur le seuil d'une cabane, et la jeune paysanne passa dans une étable, après avoir indiqué par un geste la vieille vers laquelle Genesta se dirigea, non sans bien tenir son cheval afin de ne pas blesser les enfants, qui déjà lui trottaient dans les jambes. Il réitéra sa demande que la bonne femme se refusa nettement à satisfaire. Elle ne voulait pas, disait-elle, enlever la crème des potées de lait destinées à faire le beurre. L'officier répondit à cette objection en promettant de bien payer le dégât. Il attacha son cheval au montant d'une porte et entra dans la chaumière. Les 4 enfants, qui appartenaient à cette femme, paraissaient avoir tous le même âge, circonstance bizarre qui frappa le commandant. La vieille en avait un 5e presque pendu à son jupon et qui, faible, pâle, maladif, réclamait sans doute les plus grands soins. Partant, il était le bien-aimé, le Benjamin. Genesta s'assit au coin d'une haute cheminée sans feu, sur le manteau de laquelle se voyait une vierge en plâtre colorié, tenant dans ses bras l'enfant Jésus. Enseigne sublime. Le sol servait de plancher à la maison. À la longue, la terre primitivement battue était devenue raboteuse et, quoique propre, elle offrait en grand les callosités d'une écorce d'orange. Dans la cheminée était accroché un sabot plein de sel, une poêle à frire, un chaudron. Le fond de la pièce se trouvait rempli par un lit à colonnes garni de sa pente. Puis, çà et là, des escabelles à 3 pieds, formées par des bâtons fichés dans une simple planche de faïard, une huche au pain, une grosse cuillère en bois pour puiser de l'eau, un seau et des poteries pour le lait, un rouet sur la huche, quelques clayons à fromage, des murs noirs, une porte vermoulue ayant une imposte à claire-voie, tels étaient la décoration et le mobilier. Maintenant voici le drame auquel assista l'officier, qui s'amusait à fouetter le sol avec sa cravache sans se douter que là se déroulerait un drame. Quand la vieille femme, suivie de son Benjamin teigneux, eut disparu par une porte qui donnait dans sa laiterie, les 4 enfants, après avoir suffisamment examiné le militaire, commencèrent par se délivrer du pourceau. L'animal avec lequel ils jouaient habituellement était venu sur le seuil de la porte. Les marmots se ruèrent sur lui si vigoureusement et lui appliquèrent des gifles si caractéristiques qu'il fut forcé de faire prompte retraite. L'ennemi dehors, les enfants attaquèrent une porte dont le loquet, cédant à leurs efforts, s'échappa de la gâche usée qui le retenait, puis ils se jetèrent dans une espèce de fruitier où le commandant, que cette scène amusait, les vit bientôt occupés à ronger des pruneaux secs. La vieille au visage de parchemin et aux guenilles sales rentra dans ce moment en tenant à la main un pot de lait pour son hôte. « Ah, les vauriens !» dit-elle. Elle alla vers les enfants, empoigna chacun d'eux par le bras, le jeta dans la chambre, mais sans lui ôter ses pruneaux, et ferma soigneusement la porte de son grenier d'abondance. « Là, mes mignons, soyez donc sages. Si l'on y prenait garde, ils mangeraient le tas de prunes, les enragés, dit-elle en regardant Genesta. Puis elle s'assit sur une escabelle, prit le teigneux entre ses jambes et se mit à le peigner en lui lavant la tête avec une dextérité féminine et des attentions maternelles. Les 4 petits voleurs restaient, les uns debout, les autres à côté contre le lit ou la huche, tous morveux et sales, bien portants d'ailleurs, grugeant leurs prunes sans rien dire, mais regardant l'étranger d'un air sournois et narquois. « C'est vos enfants » demanda le soldat à la vieille. « Faites excuse, monsieur, c'est les enfants de l'hospice. On me donne 3 francs par mois et 1 livre de savon pour chacun d'eux. »« Mais ma bonne femme, ils doivent vous coûter 2 fois plus. »« Monsieur, voilà bien ce que nous dit monsieur Benassi. Mais si d'autres prennent les enfants au même prix, il faut bien en passer par là. N'en a pas qui veut des enfants. On a encore besoin de la croix et de la bannière pour en obtenir. Quand nous leur donnerions notre lait pour rien, ils ne nous coûtent guère. D'ailleurs, monsieur, 3 francs, c'est une somme. Voilà 15 francs de trouvés, sans les 5 livres de savon. Dans nos cantons, combien faut-il donc s'exterminer le tempérament avant d'avoir gagné 10 sous par jour ? » « Vous avez donc des terres à vous » demanda le commandant. « Non, monsieur, j'en ai eu du temps de défunt mon homme, mais depuis sa mort j'ai été si malheureuse que j'ai été forcé de les vendre. »« Eh bien, reprit Genesta, comment pouvez-vous arriver sans dette au bout de l'année en faisant le métier de nourrir, de blanchir et d'élever des enfants à 2 sous par jour ? Mais, reprit-elle en peignant toujours son petit teigneux, nous n'arrivons point sans dette à la Saint-Sylvestre, mon cher monsieur. Que voulez-vous, le bon Dieu s'y prête. J'ai 2 vaches, puis
Ma fille et moi, nous glanons pendant la moisson. En hiver, nous allons au bois. Enfin, le soir, nous filons. Ah, par exemple, il ne faudrait pas toujours un hiver comme le dernier. Je dois 75 francs au meunier pour de la farine. Heureusement, c'est le meunier de M. Benassi. M. Benassi, voilà un ami du pauvre. Il n'a jamais demandé son dû à qui que ce soit. Il ne commencera point par nous. D'ailleurs, notre vache a un veau. Ça nous acquittera toujours un brin. Les 4 orphelins pour qui toutes les protections humaines se résumaient dans l'affection de cette vieille paysanne avaient fini leur prune. Ils profitèrent de l'attention avec laquelle leur mère regardait l'officier en causant et se réunirent en colonne serrée pour faire encore une fois sauter le loquet de la porte qui les séparait du bon tas de prunes. Ils y allèrent, non comme les soldats français vont à l'assaut, mais silencieux comme des Allemands, poussés qu'ils étaient par une gourmandise naïve et brutale. « Ah, les petits drôles, voulez-vous bien finir ?» La vieille se leva, prit le plus fort des 4, lui appliqua légèrement une tape sur le derrière et le jeta dehors. Il ne pleura point, les autres demeurèrent tout pantois. « Ils vous donnent bien du mal. »« Oh non, monsieur, mais ils sentent mes prunes, les mignons. Si je les laissais seuls pendant un moment, ils se crèveraient. »« Vous les aimez ?» À cette demande, la vieille leva la tête, regarda le soldat d'un air doucement goguenard et répondit « Si je les aime. » « J'en ai déjà rendu 3, ajouta-t-elle en soupirant. Je ne les garde que jusqu'à 6 ans. Mais où est le vôtre ? Je l'ai perdu. Quel âge avez-vous donc ? Demanda Genesta pour détruire l'effet de sa précédente question. 38 ans, monsieur. À la Saint-Jean prochaine, il y aura 2 ans que mon homme est mort. Elle achevait d'habiller le petit souffreteux qui semblait la remercier par un regard pâle et tendre. Quelle vie d'abnégation et de travail, pensa le cavalier. Sous ce toit, digne de l'étable où Jésus-Christ prit naissance, s'accomplissaient gaiement et sans orgueil les devoirs les plus difficiles de la maternité. Quel cœur enseveli dans l'oubli le plus profond, quelle richesse et quelle pauvreté. Les soldats, mieux que les autres hommes, savent apprécier ce qu'il y a de magnifique dans le sublime en sabot, dans l'évangile en haillons. Ailleurs se trouve le livre, le texte historié, brodé, découpé, couvert en moire, en tapis, en satin. Mais là, certes, était l'esprit du livre. Il eût été impossible de ne pas croire à quelque religieuse intention du ciel en voyant cette femme qui s'était faite mère comme Jésus-Christ s'est fait homme, qui glanait, souffrait, s'endettait pour des enfants abandonnés et se trompait dans ses calculs sans vouloir reconnaître qu'elle se ruinait à être mère. À l'aspect de cette femme, il fallait nécessairement admettre quelque sympathie entre les bons d'ici-bas et les intelligences d'en haut. Aussi le commandant Genesta la regarda-t-il en hochant la tête. « Monsieur Benassi est-il un bon médecin ?» demanda-t-il enfin. « Je ne sais pas, mon cher monsieur, mais il guérit les pauvres pour rien. »« Il paraît, reprit-il en se parlant à lui-même, que cet homme est décidément un homme. »« Oh oui, monsieur, et un brave homme. Aussi n'est-il guère de gens ici qui ne le mettent dans leurs prières du soir et du matin. »« Voilà pour vous, la mère, dit le soldat en lui donnant quelques pièces de monnaie. Et voici pour les enfants, reprit-il en ajoutant un écu. « Suis-je encore bien loin de chez M. Benassi ? Demanda-t-il quand il fut à cheval. « Oh non, mon cher monsieur, tout au plus une petite lieue. » Le commandant partit, convaincu qu'il lui restait 2 lieues à faire. Néanmoins, il aperçut bientôt, à travers quelques arbres, un premier groupe de maisons, puis enfin les toits du bourg ramassés autour d'un clocher qui s'élève en cône et dont les ardoises sont arrêtées sur les angles de la charpente par des lames de fer blanc étincelant au soleil. Cette toiture, d'un effet original, annonce les frontières de la Savoie où elle est en usage. En cet endroit, la vallée est large. Plusieurs maisons, agréablement situées dans la petite plaine ou le long du torrent, animent ce pays bien cultivé, fortifié de tous côtés par les montagnes et sans issue apparente. À quelques pas de ce bourg assis à mi-côte, au midi, Genesta arrêta son cheval sous une avenue d'ormes devant une troupe d'enfants et leur demanda la maison de M. Benassi. Les enfants commencèrent par se regarder les uns les autres et par examiner l'étranger de l'air dont ils observent tout ce qui s'offre pour la première fois à leurs yeux. Autant de physionomies, autant de curiosités, autant de pensées différentes. Puis le plus effronté, le plus rieur de la bande, un petit gars aux yeux vifs, aux pieds nus et crottés, lui répéta, selon la coutume des enfants, « La maison de M. Benassi, monsieur ?» Et il ajouta, « Je vais vous y mener. » Il marcha devant le cheval, autant pour conquérir une sorte d'importance en accompagnant un étranger
que par une enfantine obligeance ou pour obéir à l'impérieux besoin de mouvement qui gouverne à cet âge l'esprit et le corps. L'officier suivit dans sa longueur la principale rue du bourg, rue caillouteuse à sinuosité, bordée de maisons construites au gré des propriétaires. Là, un four s'avance au milieu de la voie publique. Ici, un pignon s'y présente de profil et la barre en partie, puis un ruisseau venu de la montagne la traverse par ses rigoles. Genesta aperçut plusieurs couvertures en bardeaux noirs, plus encore en chaume, quelques-unes en tuiles, 7 ou 8 en ardoise, sans doute celles du curé, du juge de paix et des bourgeois du lieu. C'était toute la négligence d'un village au-delà duquel il n'y aurait plus eu de terre, qui semblait n'aboutir et ne tenir à rien. Ses habitants paraissaient former une même famille en dehors du mouvement social et ne s'y rattacher que par le collecteur d'impôts ou par d'imperceptibles ramifications. Quand Genesta eut fait quelques pas de plus, il vit en haut de la montagne une large rue qui domine ce village. Il existait sans doute un vieux et un nouveau bourg. En effet, par une échappée de vue et dans un endroit où le commandant modéra le pas de son cheval, il put facilement examiner des maisons bien bâties dont les toits neufs égayent l'ancien village. Dans ces habitations nouvelles que couronne une avenue de jeunes arbres, il entendit les chants particuliers aux ouvriers occupés, le murmure de quelques ateliers, un grognement de limes, le bruit des marteaux, les cris confus de plusieurs industries. Il remarqua la maigre fumée des cheminées ménagères et celle plus abondante des forges du charron, du serrurier, du maréchal. Enfin, à l'extrémité du village vers laquelle son guide le dirigeait, Genesta aperçut des fermes éparses, des champs bien cultivés, des plantations parfaitement entendues, et comme un petit coin de l'abri perdu dans un vaste pli du terrain dont, à la première vue, il n'eût pas soupçonné l'existence entre le bourg et les montagnes qui terminent le pays. Bientôt l'enfant s'arrêta. « Voilà la porte de sa maison, dit-il. » L'officier descendit de cheval, en passa la bride dans son bras, puis, pensant que toute peine mérite salaire, il tira quelques sous de son gousset et les offrit à l'enfant qui les prit, d'un air étonné, ouvrit de grands yeux, ne remercia pas et resta là pour voir. En cet endroit, la civilisation est peu avancée, les religions du travail y sont en pleine vigueur et la mendicité n'y a pas encore pénétré, pensa Genesta. Plus curieux qu'intéressé, le guide du militaire s'accota sur un mur à hauteur d'appui qui sert à clore la cour de la maison et dans lequel est fixée une grille en bois noirci de chaque côté des pilastres de la porte. Cette porte, pleine dans sa partie inférieure et jadis peinte en gris, est terminée par des barreaux jaunes taillés en fer de lance. Ces ornements, dont la couleur a passé, décrivent un croissant dans le haut de chaque ventail et se réunissent en formant une grosse pomme de pin figurée par le haut des montants quand la porte est fermée. Ce portail, rongé par les vers, tacheté par le velours des mousses, est presque détruit par l'action alternative du soleil et de la pluie. Surmontés de quelques aloès et de pariétaires venus au hasard, les pilastres cachent les tiges de 2 acacias inermis plantés dans la cour et dont les touffes vertes s'élèvent en forme de houppe à poudrer. L'état de ce portail trahissait, chez le propriétaire, une insouciance qui parut déplaire à l'officier. Il fronça les sourcils en homme contraint de renoncer à quelque illusion. Nous sommes habitués à juger les autres d'après nous, et si nous les absolvons complaisamment de nos défauts, nous les condamnons sévèrement de ne pas avoir nos qualités. Si le commandant voulait que M. Benassi fût un homme soigneux ou méthodique, certes, la porte de sa maison annonçait une complète indifférence en matière de propriété. Un soldat amoureux de l'économie domestique autant que l'était Genesta devait donc conclure promptement du portail à la vie et au caractère de l'inconnu, ce à quoi, malgré sa circonspection, il ne manqua point. La porte était entrebâillée, autre insouciance. Sur la foi de cette confiance rustique, l'officier s'introduisit sans façon dans la cour, attacha son cheval au barreau de la grille et, pendant qu'il y nouait la bride, un hennissement partit d'une écurie vers laquelle le cheval et le cavalier tournèrent involontairement les yeux. Un vieux domestique en ouvrit la porte, montra sa tête coiffée du bonnet de laine rouge en usage dans le pays et qui ressemble parfaitement au bonnet phrygien dont on affuble la liberté. Comme il y avait place pour plusieurs chevaux, le bonhomme, après avoir demandé à Genesta s'il venait voir M. Benassi, lui offrit pour son cheval l'hospitalité de l'écurie en regardant avec une expression de tendresse et d'admiration l'animal qui était fort beau.
Le commandant suivit son cheval pour voir comment il allait se trouver. L'écurie était propre. La litière y abondait et les 2 chevaux de Benassi avaient cet air heureux qui fait reconnaître entre tous les chevaux un cheval de curé. Une servante, arrivée de l'intérieur de la maison sur le perron, semblait attendre officiellement les interrogations de l'étranger, à qui déjà le valet d'écurie avait appris que M. Benassi était sorti. « Notre maître est allé au moulin à blé, dit-il. Si vous voulez l'y rejoindre, vous n'avez qu'à suivre le sentier qui mène à la prairie, le moulin est au bout. » Genesta aima mieux voir le pays que d'attendre indéfiniment le retour de Benassi, et s'engagea dans le chemin du moulin à blé. Quand il eut dépassé la ligne inégale que trace le bourg sur le flanc de la montagne, il aperçut la vallée, le moulin, et l'un des plus délicieux paysages qu'il eût encore vus. Arrêtée par la base des montagnes, la rivière forme un petit lac au-dessus duquel les pics s'élèvent d'étage en étage, en laissant deviner leurs nombreuses vallées par les différentes teintes de la lumière ou par la pureté plus ou moins vive de leurs arêtes chargées toutes de sapins noirs. Le moulin, construit récemment à la chute du torrent dans le petit lac, a le charme d'une maison isolée qui se cache au milieu des eaux, entre les têtes de plusieurs arbres aquatiques. De l'autre côté de la rivière, au bas d'une montagne alors faiblement éclairée à son sommet par les rayons rouges du soleil couchant, Genesta entrevit une douzaine de chaumières abandonnées, sans fenêtres ni portes. Leur toiture dégradée laissait voir d'assez fortes trouées. Les terres d'alentour formaient des champs parfaitement labourés et semés. Leurs anciens jardins convertis en prairies étaient arrosés par des irrigations disposées avec autant d'art que dans le Limousin. Le commandant s'arrêta machinalement pour contempler les débris de ce village. Pourquoi les hommes ne regardent-ils point sans une émotion profonde toutes les ruines, même les plus humbles? Sans doute elles sont pour eux une image du malheur dont le poids est senti par eux si diversement. Les cimetières font penser à la mort, un village abandonné fait songer aux peines de la vie. La mort est un malheur prévu, les peines de la vie sont infinies. L'infini n'est-il pas le secret des grandes mélancolies? L'officier avait atteint la chaussée pierreuse du moulin sans avoir pu s'expliquer l'abandon de ce village. Il demanda Benassi à un garçon meunier assis sur des sacs de blé à la porte de la maison. « Monsieur Benassi est allé là, dit le meunier en montrant une des chaumières ruinées. « Ce village a donc été brûlé, dit le commandant. « Non, monsieur. »« Pourquoi donc alors est-il ainsi » demanda Genesta. « Ah, pourquoi » répondit le meunier en levant les épaules et rentrant chez lui. « Monsieur Benassi vous le dira. » L'officier passa sur une espèce de pont fait avec de grosses pierres entre lesquelles coule le torrent et arriva bientôt à la maison désignée. Le chaume de cette habitation était encore entier, couvert de mousse mais sans trous, et les fermetures semblaient être en bon état. En y entrant, Genesta vit du feu dans la cheminée, au coin de laquelle se tenait une vieille femme, agenouillée devant un malade assis sur une chaise, et un homme, debout, le visage tourné vers le foyer. L'intérieur de cette maison formait une seule chambre éclairée par un mauvais châssis garni de toile. Le sol était en terre battue. La chaise, une table et un grabat composaient tout le mobilier. Jamais le commandant n'avait rien vu de si simple, ni de si nu, même en Russie où les cabanes des moujiks ressemblent à des tanières. Là, rien n'attestait les choses de la vie. Il ne s'y trouvait même pas le moindre ustensile nécessaire à la préparation des aliments les plus grossiers. Vous eussiez dit la niche d'un chien sans son écuelle. N'était le grabat, une souquenille pendue à un clou et des sabots garnis de paille, seul vêtement du malade, cette chaumière eût paru déserte comme les autres. La femme, agenouillée, paysanne, fort vieille, s'efforçait de maintenir les pieds du malade dans un baquet plein d'une eau brune. En distinguant un pas que le bruit des éperons rendait insolite pour des oreilles accoutumées au marché monotone des gens de la campagne, l'homme se tourna vers Genesta en manifestant une sorte de surprise partagée par la vieille. « Je n'ai pas besoin, dit le militaire, de demander si vous êtes monsieur Benassi. Étranger, impatient de vous voir, vous m'excuserez, monsieur, d'être venu vous chercher sur votre champ de bataille au lieu de vous avoir attendu chez vous. Ne vous dérangez pas, faites vos affaires. Quand vous aurez fini, je vous dirai l'objet de ma visite. » Genesta s'assit à demi sur le bord de la table et garda le silence.
Le feu répandait dans la chaumière une clarté plus vive que celle du soleil dont les rayons, brisés par le sommet des montagnes, ne peuvent jamais arriver dans cette partie de la vallée. À la lueur de ce feu fait avec quelques branches de sapin résineux qui entretenaient une flamme brillante, le militaire aperçut la figure de l'homme qu'un secret intérêt le contraignait à chercher, à étudier, à parfaitement connaître. M. Benassi, le médecin du canton, resta les bras croisés, écouta froidement Genesta, lui rendit son salut et se retourna vers le malade sans se croire l'objet d'un examen aussi sérieux que le fut celui du militaire. Benassi était un homme de taille ordinaire, mais large des épaules et large de poitrine. Une ample redingote verte, boutonnée jusqu'au cou, empêcha l'officier de saisir les détails si caractéristiques de ce personnage ou de son maintien. Mais l'ombre et l'immobilité dans laquelle resta le corps servirent à faire ressortir la figure, alors fortement éclairée par un reflet des flammes. Cet homme avait un visage semblable à celui d'un satyre, même front légèrement cambré, mais plein de proéminences toutes plus ou moins significatives. Même nez retroussé, spirituellement fendu dans le bout, même pommette saillante. La bouche était sinueuse, les lèvres étaient épaisses et rouges. Le menton se relevait brusquement. Les yeux bruns et animés par un regard vif auquel la couleur nacrée du blanc de l'œil donnait un grand éclat, exprimaient des passions amorties. Les cheveux jadis noirs et maintenant gris, les rides profondes de son visage et ses gros sourcils déjà blanchis, son nez devenu bulbeux et veiné, son teint jaune et marbré par des taches rouges, tout annonçait en lui l'âge de 50 ans et les rudes travaux de sa profession. L'officier ne put que présumer la capacité de la tête, alors couverte d'une casquette. Mais quoique cachée par cette coiffure, elle lui parut être une de ces têtes proverbialement nommées « têtes carrées ». Habitué par les rapports qu'il avait eus avec les hommes d'énergie que rechercha Napoléon à distinguer les traits des personnes destinées aux grandes choses, Genesta devina quelque mystère dans cette vie obscure et se dit en voyant ce visage extraordinaire « Par quel hasard est-il resté médecin de campagne ?» Après avoir sérieusement observé cette physionomie qui, malgré ses analogies avec les autres figures humaines, trahissait une secrète existence en désaccord avec ses apparentes vulgarités, il partagea nécessairement l'attention que le médecin donnait au malade, et la vue de ce malade changea complètement le cours de ses réflexions. Malgré les innombrables spectacles de sa vie militaire, le vieux cavalier ressentit un mouvement de surprise accompagné d'horreur, en apercevant une face humaine où la pensée ne devait jamais avoir brillé, face livide où la souffrance apparaissait naïve et silencieuse, comme sur le visage d'un enfant qui ne sait pas encore parler et qui ne peut plus crier, enfin la face tout animale d'un vieux crétin mourant. Le crétin était la seule variété de l'espèce humaine que le chef d'escadron n'eût pas encore vue. À l'aspect d'un front dont la peau formait un gros pli rond, de deux yeux semblables à ceux d'un poisson cuit, d'une tête couverte de petits cheveux rabougris auxquels la nourriture manquait, tête toute déprimée et dénuée d'organes sensitifs, qui n'eût pas éprouvé, comme Genesta, un sentiment de dégoût involontaire pour une créature qui n'avait ni les grâces de l'animal ni les privilèges de l'homme, qui n'avait jamais eu ni raison ni instinct, et n'avait jamais entendu ni parler aucune espèce de langage. En voyant arriver ce pauvre être au terme d'une carrière qui n'était point la vie, il semblait difficile de lui accorder un regret. Cependant la vieille femme le contemplait avec une touchante inquiétude et passait ses mains sur la partie des jambes que l'eau brûlante n'avait pas baignée, avec autant d'affection que si c'eût été son mari. Benassi lui-même, après avoir étudié cette face morte et ses yeux sans lumière, vint prendre doucement la main du crétin et lui tâta le pouls. « Le bain n'agit pas, dit-il en hochant la tête. Recouchons-le. » Il prit lui-même cette masse de chair, la transporta sur le grabat d'où il venait sans doute de la tirer, l'y étendit soigneusement en allongeant les jambes déjà presque froides, en plaçant la main et la tête avec les attentions que pourrait avoir une mère pour son enfant. « Tout est dit, il va mourir », ajouta Benassi qui resta debout au bord du lit. La vieille femme, les mains sur ses hanches, regarda le mourant en laissant échapper quelques larmes. Genesta lui-même demeura silencieux, sans pouvoir s'expliquer comment la mort d'un être si peu intéressant lui causait déjà tant d'impressions. Il partageait instinctivement déjà la pitié sans borne que ces malheureuses créatures inspirent dans les vallées privées de soleil où la nature les a jetées. Ce sentiment,
dégénérés en superstitions religieuses chez les familles auxquelles les crétins appartiennent, ne dérive-t-il pas de la plus belle des vertus chrétiennes, la charité, et de la foi le plus fermement utile à l'ordre social, l'idée des récompenses futures, la seule qui nous fasse accepter nos misères? L'espoir de mériter les félicités éternelles aide les parents de ces pauvres êtres et ceux qui les entourent à exercer en grand les soins de la maternité dans sa sublime protection incessamment donnée à une créature inerte qui d'abord ne la comprend pas et qui plus tard l'oublie. Admirable religion! Elle a placé les secours d'une bienfaisance aveugle près d'une aveugle infortune. Là où se trouvent des crétins, la population croit que la présence d'un être de cette espèce porte bonheur à la famille. Cette croyance sert à rendre douce une vie qui, dans le sein des villes, serait condamnée aux rigueurs d'une fausse philanthropie et à la discipline d'un hospice. Dans la vallée supérieure de l'Isère, où ils abondent, les crétins vivent en plein air avec les troupeaux qu'ils sont dressés à garder. Au moins sont-ils libres et respectés comme doit l'être le malheur. Depuis un moment, la cloche du village tintait des coups éloignés par intervalles égaux pour apprendre aux fidèles la mort de l'un d'eux. En voyageant dans l'espace, cette pensée religieuse arrivait, affaiblie, à la chaumière, où elle répandait une double mélancolie. Des pas nombreux retentirent dans le chemin et annoncèrent une foule, mais une foule silencieuse. Puis les chants de l'église détonnèrent tout à coup en réveillant les idées confuses qui saisissent les âmes les plus incrédules, forcées de céder aux touchantes harmonies de la voix humaine. L'église venait au secours de cette créature qui ne la connaissait point. Le curé parut, précédé de la croix tenue par un enfant de chœur, suivi du sacristain portant le bénitier et d'une cinquantaine de femmes, de vieillards, d'enfants, tous venus pour joindre leur prière à celle de l'église. Le médecin et le militaire se regardèrent en silence et se retirèrent dans un coin pour faire place à la foule qui s'agenouilla au-dedans et au-dehors de la chaumière. Pendant la consolante cérémonie du viatique, célébrée pour cet être qui n'avait jamais péché, mais à qui le monde chrétien disait adieu, la plupart de ces visages grossiers furent sincèrement attendris. Quelques larmes coulèrent sur de rudes joues crevassées par le soleil et brunies par les travaux en plein air. Ce sentiment de parenté volontaire était tout simple. Il n'y avait personne dans la commune qui n'eût plaint ce pauvre être, qui ne lui eût donné son pain quotidien. N'avait-il pas rencontré un père en chaque enfant, une mère chez la plus rieuse petite fille? « Il est mort, dit le curé. » Ce mot excita la consternation la plus vraie. Les cierges furent allumés. Plusieurs personnes voulurent passer la nuit auprès du corps. Benassi et le militaire sortirent. À la porte, quelques paysans arrêtèrent le médecin pour lui dire « Ah, monsieur le maire, si vous ne l'avez pas sauvé, Dieu voulait sans doute le rappeler à lui. » « J'ai fait de mon mieux, mes enfants, répondit le docteur. Vous ne sauriez croire, monsieur, dit-il à Genesta, quand ils furent à quelques pas du village abandonné dont le dernier habitant venait de mourir, combien de consolations vraies la parole de ces paysans renferme pour moi. Il y a 10 ans, j'ai failli être lapidé dans ce village, aujourd'hui désert, mais alors habité par 30 familles. Genesta mit une interrogation si visible dans l'air de sa physionomie et dans son geste que le médecin lui raconta, tout en marchant, l'histoire annoncée par ce début. Monsieur, quand je vins m'établir ici, j'ai trouvé dans cette partie du canton une douzaine de crétins, dit le médecin en se retournant pour montrer à l'officier les maisons ruinées. La situation de ce hameau dans un fond sans courant d'air, près du torrent dont l'eau provient des neiges fondues, privé des bienfaits du soleil qui n'éclaire que le sommet de la montagne, tout y favorise la propagation de cette affreuse maladie. Les lois ne défendent pas l'accouplement de ces malheureux, protégés ici par une superstition dont la puissance m'était inconnue, que j'ai d'abord condamné, puis admiré. Le crétinisme se serait donc étendu depuis cet endroit jusqu'à la vallée. N'était-ce pas rendre un grand service au pays que d'arrêter cette contagion physique et intellectuelle? Malgré son urgence, ce bienfait pouvait coûter la vie à celui qui entreprendrait de l'opérer. Ici, comme dans les autres sphères sociales, pour accomplir le bien, il fallait froisser non pas des intérêts, mais, chose plus dangereuse à manier, des idées religieuses converties en superstitions, la forme la plus indestructible des idées humaines. Je ne m'effrayais de rien. Je sollicitai d'abord la place de maire du canton et l'obtins.
Puis, après avoir reçu l'approbation verbale du préfet, je fis nuitamment transporter à prix d'argent quelques-unes de ces malheureuses créatures du côté d'Aiguebelle, en Savoie, où il s'en trouve beaucoup et où elles devaient être très bien traitées. Aussitôt que cet acte d'humanité fut connu, je devins en horreur à toute la population. Le curé prêcha contre moi. Malgré mes efforts pour expliquer aux meilleures têtes du bourg combien était importante l'expulsion de ces crétins, malgré les soins gratuits que je rendais aux malades du pays, on me tira un coup de fusil au coin d'un bois. J'allai voir l'évêque de Grenoble et lui demander le changement du curé. Monseigneur fut assez bon pour me permettre de choisir un prêtre qui pût s'associer à mes œuvres, et j'eus le bonheur de rencontrer un de ces êtres qui semblent tomber du ciel. Je poursuivis mon entreprise. Après avoir travaillé les esprits, je déportai nuitamment 6 autres crétins. À cette seconde tentative, j'eus pour défenseurs quelques-uns de mes obligés et les membres du conseil de la commune de qui j'intéressai l'avarice en leur prouvant combien l'entretien de ces pauvres êtres était coûteux, combien il serait profitable pour le bourg de convertir les terres possédées sans titre par eux en communaux qui manquaient au bourg. J'eus pour moi les riches, mais les pauvres, les vieilles femmes, les enfants et quelques entêtés me demeurèrent hostiles. Par malheur, mon dernier enlèvement se fit incomplètement. Le crétin que... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.